Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au webinaire destiné aux préparationnaires des concours d'entrée. Je vais passer très rapidement la parole à Monsieur le Président des jurys de concours 2020, Monsieur Michel Cosnard, et à ses deux assesseurs, en les personnes de Madame Béatrice Abolivier et Maïté Gabé. Avant toute chose, je vous précise que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis à votre disposition au plus tard au début de la semaine prochaine. Voilà, je vous invite également à poser vos questions par le biais de l'onglet questions uniquement et de ne pas utiliser autant que possible l'adresse mail stagiaire@ena.fr puisque toutes les questions doivent nous parvenir par le biais du webinaire. Nous allons commencer immédiatement avec la première question. Peut-être un petit mot d'introduction. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Donc, vous avez devant vous la Troïka, mais la Troïka du concours de 2020, puisque vous savez que chaque année, eh bien, c'est un nouveau jury qui se réunit. Donc, les conseils que nous vous donnons eh bien, sont le fruit de notre expérience de 2020, mais bien entendu, n'engagent en aucune manière le jury du concours que vous allez passer en 2021. De même que les conditions d'organisation du concours peuvent être sujettes à des évolutions compte tenu de la pandémie dans laquelle nous nous sommes installés et qui d'ailleurs a rythmé en partie le concours de 2020. Voilà, nous allons bien entendu essayer de vous apporter les réponses les plus complètes possibles pour vous permettre d'améliorer votre participation à ce concours. Et dans tous les cas, nous vous souhaitons bon courage pour la suite. C'est un effort de longue haleine, donc mesurez bien vos efforts et allez jusqu'au bout de l'épreuve. Et nous vous souhaitons les meilleures chances de succès. Je passe tout de suite la parole à nos interlocutrices pour les premières questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Première question, quelles sont les fautes à éviter au grand oral? Bien, je vais faire une première réponse, mais nous ferons une réponse à trois, puisque bien entendu, chacun peut avoir sa propre opinion. Ce qu'on appelle le grand oral, c'est l'épreuve d'entretien. Je préfère le mot entretien à l'épreuve grand oral, pour la raison que, en fait, cet entretien, il faut le voir comme un entretien d'embauche, hein. Ce que nous essayons de comprendre, c'est si le candidat a les qualités pour être le haut fonctionnaire que nous sommes en train de recruter, puisque nous recrutons des hauts fonctionnaires qui, à l'issue d'une période d'un an et demi à 2 ans de formation complémentaire à l'ENA, vont prendre des postes dans l'administration et des postes de nature très diverses. Et donc, plutôt qu'un grand oral, c'est une épreuve d'entretien d'embauche et il s'agit là donc de se positionner comme un candidat à un poste, à un emploi, et non pas comme quelqu'un qui passe un examen de type examen universitaire. Donc, essentiellement, l'attitude qu'il faut avoir, premier conseil, est une attitude d'engagement. Il faut être engagé dans la présentation de son parcours, expliquer pourquoi son parcours correspond bien au poste futur, en particulier tous les stages que vous avez pu avoir ou toutes les activités complémentaires que vous avez pu avoir, en quoi elles concourent à faire de vous la personne que le jury devrait recruter pour être fonctionnaire. Idem pour les mises en situation et pour les questions. Sur la mise en situation, je vais peut-être passer la parole à Béatrice pour quelques. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les concours, la mise en situation est quand même la partie la plus discriminante de l'épreuve. Alors, les mises en situation, nous avions deux types de mises en situation. À peu près un tiers des mises en situation portaient sur des questions de positionnement en administration centrale et les deux tiers autres sur des situations qu'on peut rencontrer dans les préfectures plutôt de département d'ailleurs. Et ce qui nous a frappé quand même dans beaucoup de cas, c'est la méconnaissance de l'organisation administrative
comment est organisé un ministère, quelles sont les directions, quelles sont les fonctions support, et dans une préfecture, quelles sont les directions avec lesquelles un membre du corps préfectoral agit quand il est dans une situation qui se présente à lui. Donc là, un conseil, c'est pour la mise en situation de préparer mieux cette connaissance de l'environnement sur lequel on peut s'appuyer quand on est amené à prendre des décisions, puisque les mises en situation, c'est une sorte de jeu de rôle qui vous met en situation et on attend de vous, non pas que vous soyez un observateur de la question qu'on vous pose, de la situation qu'on vous présente, mais un acteur véritablement. Maïté ? Sur les erreurs à éviter, je pense que ce qui est le plus rédhibitoire, j'allais dire, c'est le candidat qui ne s'engage pas. C'est-à-dire que le jury cherche à connaître la personne qu'il a en face de lui et à dialoguer avec elle à un certain niveau de dialogue. Alors, c'est vrai plus précisément pour le parcours professionnel, mais c'est aussi vrai pour les questions d'actualité. Sur les questions d'actualité, ce que le jury a recherché cette année, en tous les cas, ça n'est pas d'avoir la récitation complète de fiches apprises. C'est d'avoir une position et de l'assumer ou de la défendre, avec évidemment une réflexion sous-jacente. Il ne s'agissait pas, bien sûr, d'avoir une discussion que je qualifierais de café du commerce. Mais voilà, c'est ça. Donc, si j'ai un conseil, moi, à vous donner dans votre préparation, c'est de vous entraîner à ces oraux. Et donc, de s'entraîner à ces mises en situation, et de ne pas en faire une ou deux comme certains l'ont fait, mais en faire plusieurs. Et s'agissant des questions d'actualité, peut-être de constituer un petit pool, une petite équipe pour eh bien, s'échanger des idées, se forger des opinions au sens propre de l'opinion, au sens noble des opinions, sur le monde qui vous entoure. Parce qu'on attend d'un haut fonctionnaire qu'il comprenne le monde qui l'entoure. C'est d'ailleurs le reproche qui est beaucoup fait actuellement à la haute fonction publique. Et j'ajouterais en ça que cette année, le jury a posé des questions qui pouvaient paraître totalement dérisoires, qui ont déstabilisé certains candidats, mais qui n'étaient en réalité pas dérisoires du tout, qui correspondaient à un questionnement, j'allais dire normal, sur un quotidien, sur une actualité. Donc voilà, moi, en tout cas, l'atout le plus important, c'est l'engagement du candidat dans son épreuve orale. Qu'on rencontre une personne et qu'on n'ait pas l'impression d'être caché derrière des fiches. Voilà. Deuxième question. Je suis un préparationnaire du concours interne. J'ai débuté ma carrière catégorie C, puis B, puis A. Sans en avoir honte, je me demande comment valoriser ce parcours particulier face aux autres internes. Bien, sur la question du parcours, plus généralement du dossier. Pour le concours interne, on demande aux candidats de remplir le dossier et de présenter l'ensemble du parcours dans la fonction publique et quelques études de cas, de mettre l'accent sur certains cas. Je pense que la meilleure façon de mettre en valeur justement ce parcours de catégorie C, catégorie B, catégorie A, est au moment du dossier, et dans lequel il faut expliquer en quoi l'ensemble de l'expérience acquise concourt à cette formation de hauts fonctionnaires et contribue à l'acquisition des compétences qui feront du candidat après son passage à l'école, un des hauts fonctionnaires dont la France a besoin. Donc le dossier doit être rempli avec beaucoup de sérieux, en réfléchissant justement à chaque fois, si on met en avant un point particulier, tel stage, telle activité complémentaire, pourquoi est-ce qu'on la met et en quoi cette activité, eh bien, elle permet de donner au jury une meilleure appréciation des compétences qu'on a acquises en vue du poste auquel on candidate. Vous voulez rajouter quelque chose, Béatrice? Oui, c'est très important la manière dont les dossiers sont remplis, peut-être plus compliqué pour les externes,
parce que, à l'évidence, ils n'ont pas le même parcours que les troisièmes concours ou le concours interne. Moi, je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait qu'on a eu souvent, et notamment chez les externes, pratiquement plus de descriptions des loisirs que de la manière dont ils se projetaient dans la haute fonction publique et les raisons pour lesquelles ils se présentaient au concours. Ça, c'est la première chose. Donc, veillez à bien équilibrer ces deux parties. Et quand vous mettez des choses dans votre action extra-universitaire ou extra-formation type des activités bénévoles, évidemment, le jury, ça l'interpelle tout de suite. Il est très curieux et il va vous interroger. Alors, si par exemple vous mettez que vous faites des maraudes et que quand on a creusé, on a découvert que vous en aviez fait une fois, si vous mettez que vous allez dans l'univers carcéral pour faire de l'alphabétisation et qu'en fait vous y êtes allé une ou deux fois, c'est sûr que ça c'est rédhibitoire. Hein. Donc, ne mettez en avant que des choses que vous avez dans la durée et réellement assumées. Question complémentaire? Mesdames, Messieurs, vous avez regretté le manque de culture scientifique des candidats. Compte tenu du caractère généraliste du concours, pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le type de connaissances attendues? Non, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances de très haut niveau en sciences, mais une compréhension. Une compréhension, par exemple, on va parler des enjeux climatiques, une compréhension des phénomènes climatiques, comprendre le réchauffement. On parle beaucoup de 5G, comment fonctionne. Il y a justement les réseaux sans fil. On parle très couramment des questions énergétiques. Comprendre les bases de l'énergie nucléaire, comprendre les questions d'éoliennes, comprendre. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances approfondies sur un sujet. On ne cherche pas des prix Nobel de physique ou des médailles Fields de mathématiques, mais on pense que dans le bagage du haut fonctionnaire d'aujourd'hui et encore plus de demain, ces connaissances de base sur la nature et le monde qui nous entoure sont importantes. Last but not least, des questions autour de la biologie et de la médecine. Alors maintenant, si on lit les journaux, il faut vraiment avoir un bagage important en biologie pour comprendre l'ADN, l'ARN messager, le vaccin, les allergies, les phénomènes, les phénomènes inflammatoires qui peuvent lier. Bon, on attend d'un haut fonctionnaire qu'il ait une connaissance un peu plus approfondie que simplement les mots et une vision un peu, comme le disait Maïté, qui a fait du commerce de ces mots. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que nous pensons que c'est important que, bon, c'est un avis que je pousse puisque c'est ma formation, à ce que les élèves qui seront, les étudiants et les candidats qui seront les futurs fonctionnaires de notre pays aient des connaissances de base solides dans ces domaines scientifiques, puisque ce seront des domaines dans lesquels ils auront à prendre des décisions ou les décisions qu'ils prendront auront un impact sur ces domaines. Question suivante. Voilà. Votre rapport souligne avec une grande pertinence le décalage entre les épreuves du troisième concours et les attendus de cette filière qui a vocation à diversifier le recrutement au sein de la haute fonction publique. Pensez-vous que certaines de vos recommandations seront entendues? Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Béatrice puisqu'elle connaît bien le troisième concours. Mais bon, notre rapport, c'est un rapport qui est fait à partir de l'expérience que nous avons eue puisque nous avons été, la Troïka, membre de l'ensemble des jurys.
donc des jurys des 4 concours. Et effectivement, nous avons noté un décalage entre des épreuves écrites, qui sont des épreuves de connaissances que je pourrais qualifier d'universitaires, et le profil des candidats qui est basé justement sur l'acquisition de compétences que je pourrais qualifier de compétences de terrain ou de compétences sociales ou sociétales. Et nous avons fait part de ces remarques à la direction de l'école et plus généralement au ministère en charge de la fonction publique. J'ai bon espoir que ces remarques seront partiellement prises en compte, ce qui est tout à fait légitime et naturel, mais pas pour l'année 2021, Non, c'est ce sera 2022. pour 2022. Béatrice, si vous voulez rajouter quelques commentaires. Oui, moi j'ai fait partie de la 2e promotion du 3e concours. Et à l'époque, il y avait plus de différence entre les 3 concours, puisqu'il n'y avait que 3 concours. Il y avait notamment une épreuve optionnelle qui portait soit sur la science des organisations, soit sur les collectivités locales ou les RH. C'est-à-dire que ça a déjà existé. Donc, c'est vrai que depuis, ça a changé. Et qu'aujourd'hui, il y a peu de différence entre les 3 concours qui sont, je trouve, qui ont retrouvé, notamment pour le 3e concours, un côté plus académique et moins fruit de l'expérience des gens qui se présentent au 3e concours. Question suivante. Les mises en situation de l'entretien sont-elles adaptées au type de voie? Une mise en situation du concours externe est-elle la même pour la 3e voie? Il n'y a plus de 3e voie. Enfin, 3e concours. Concours, ouais. Enfin, On a fait des banques de concours différentes. Ouais. En fait, on a fait des banques de mise en situation différentes, mais qui sont assez proches pour les 3 concours, qui sont le concours externe, le concours interne et le 3e concours, puisque bon, il n'y avait pas lieu de distinguer. On a quand même veillé à ce que dans le concours interne, si un des candidats était d'un ministère, on n'ait pas une mise en situation qui soit exactement dans ce ministère. Donc on a fait on a pris quelques précautions, mais pour l'essentiel, même si les mises en situation étaient dans des banques différentes, elles se recoupaient. On a eu, comme pour le concours docteur, il y avait une durée supérieure, puisque l'entretien durait 1 heure. Là, on a utilisé 2 mises en situation, dont une était spécifique au domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc avait un caractère plus professionnel concernant ce type de candidat. Comment sont attribuées les mises en situation aux candidats? Le sont-elles sur la base du hasard ou en fonction de leur parcours? Un peu les deux. Donc, le jury de l'entretien était composé de 5 personnes et on faisait tourner les responsabilités parmi les 4 collaborateurs, puisque essentiellement, je me coordonnais les tâches. Et donc, pour chaque candidat, c'est un des membres du jury qui était en charge de prendre une mise en situation, pardon. Généralement, ce collègue ou cette collègue prenait la mise en situation dans l'ensemble des mises en situation qu'il ou qu'elle avait proposées pour la banque, et nous en discutions au préalable. Donc, il y a une certaine forme de hasard, puisque c'est le choix d'un des membres du jury, mais une décision collective, et on essayait de voir si la mise en situation ne pouvait pas rentrer en conflit avec la position du candidat, pour éviter soit une trop forte proximité, soit un trop fort éloignement. Béatrice? Peut-être une précision, nous avions fait le choix, il n'est pas dit que le nouveau jury fera de même, mais de poser 2 fois la même mise en situation, ce
qui était possible cette année et qui nous permettait une comparaison plus aisée. Plus objectif. Interrogiez-vous systématiquement les personnes ayant fait une carrière en centrale sur un positionnement en déconcentré et vice-versa? Non. Pas systématiquement, non. Mais bon, on essayait de, lorsque la carrière était en centrale, de pas mettre une question qui soit sur, enfin qui puisse apparaître plus technique et qui avantagerait tel candidat parce qu'il aurait fait sa carrière dans ce domaine. Une autre question? Oui. La notice du concours indique pour l'entretien 10 minutes de présentation liminaire pour le concours interne. Faut-il réellement réaliser une prestation de 10 minutes ou le jury tolère-t-il une présentation moins longue? Il semble que les présentations étaient de C'est 5 5 minutes. minutes. Voilà, le texte dit au plus 10 minutes, vous aviez opté pour 5. Oui, Voilà. oui. On avait opté pour 5 minutes de présentation et suivi de 10 minutes de questions sur la présentation. Alors, je dois dire que mon sentiment, et je pense qu'il est partagé par mes deux collègues, est que tous les candidats, bon, peut-être, nous avons vu plus de 200 candidats. À une ou deux exceptions près, tous les candidats ont très bien tenu l'horaire. La question des 5 minutes n'a jamais été une réelle question. Et donc, ils s'en sont très bien sortis quant au timing. Alors après, le contenu pouvait peut-être être plus sujet à discussion et à évaluation, mais sur la durée, 5 minutes nous paraît une bonne durée. Ce sera une recommandation que je ferai pour le jury de cette année. Ensuite, ça laisse le temps, une dizaine de minutes, de poser 3-5 questions qui permettent de rentrer un peu plus dans le détail de tel ou tel point qui figure soit dans la présentation, soit dans le dossier. Exactement. C'est là qu'on va retrouver des questionnements sur des activités complémentaires. Bon, ce que disait Béatrice sur les maraudes, par exemple. Et donc, ça permet, dans un premier temps, et puis ça va faire que s'amplifier au cours de l'épreuve, de nouer un premier dialogue avec le candidat ou la candidate. Alors, c'est très important, puisque là, vous allez vous trouver dans votre zone de confiance et de sécurité, puisque c'est de vous qu'on parle et de vos activités passées. C'est très important que vous vous mettiez en valeur, mais il s'agit de vous mettre en valeur par rapport au poste auquel vous postulez, c'est-à-dire par rapport au poste de haut fonctionnaire. Si vous mettez que vous êtes un nageur que vous avez été nageur ou nageuse de compétition, eh bien, il faut expliquer en quoi cette particularité très, très spéciale va contribuer à faire de vous un haut fonctionnaire. Pas simplement, bon, bah, c'était un hobby, j'étais nageur de compétition, point barre. Non, là, c'est trop limité. Voilà, donc ces 10 minutes-là, il faut que vous les utilisiez pour présenter, motiver, argumenter votre candidature. Béatrice. On peut peut-être dire un mot aussi sur le fait tous ceux qui ont eu l'occasion de faire des stages à l'étranger ou des années d'études à l'étranger dans les universités, souvent c'est américaines ou de grands pays européens. C'est évident que cette année, nous posions la question sur c'est ce qu'avait apporté à votre formation ou à votre personnalité et les leçons que vous en aviez tirées sur certains sujets d'actualité de ces pays. C'est des questions classiques. Bon, ce que nous voulions mesurer dans cette question de qu'avez-vous retiré de votre stage à l'étranger, sont souvent dans le cadre d'études, bon, pour le concours externe. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on a appris en droit public ou en économie, mais plutôt sur
le fait de vivre, de travailler dans un pays étranger, avec une culture différente. Et certains candidats nous ont convaincus qu'ils avaient vraiment, que ça avait été extrêmement enrichissant pour eux, cette expérience à l'étranger, hein, que ça leur a permis de voir une nouvelle société, de nouvelles structures sociales et sociétales, des règles de comportement citoyen différents. D'autres, on a eu l'impression qu'ils étaient restés dans leur chambre universitaire ou dans le petit groupe de collègues français qui les avaient accompagnés et qu'ils n'en avaient rien retiré. Bon, voilà un exemple, hein, bien sûr, un peu caricatural, Assez fréquent quand même. mais assez fréquent quand même. Entendez-vous par s'engager? Maïté. Alors, qu'est-ce que s'engager dans une discussion? C'est-à-dire, c'est prendre le parti de répondre clairement. Quel exemple pourrais-je vous donner? En question d'actualité, il est très aisé pour un jury de, entre guillemets, promener un candidat, c'est-à-dire lui faire dire à peu près A, puis B, puis C, puis REA, puis REB, puis REC. Ce que je veux vous dire, c'est s'engager, c'est ne pas avoir la crainte qu'il y a une réponse attendue. Il n'y a pas de réponse attendue. Ce qui est attendu, c'est, premièrement, d'avoir une réflexion, donc les gens aient réfléchi, et c'est que cette réflexion nourrisse, opinion n'est pas le bon terme, mais nourrisse une position qu'on exprime sans être, comment dirais-je, trop directif ou trop affirmatif, mais tenir sa position, c'est ça. Dans les mises en situation, très souvent, ce que nous avons observé, ce sont les candidats qui analysent bien ce qui se passe. Il y a une très bonne analyse. Donc là, la formation est tout à fait bien faite. On repère les enjeux. Et quand il s'agit de décider, là, on sent des stratégies, peut-être inconscientes un peu, hein, d'évitement. Donc, s'engager, ça veut dire répondre à la question qui est posée. Et ce n'est pas un engagement, j'allais dire, au sens militant ou politique, c'est un engagement de sa personne. Quand on voit 202 personnes pendant 6 semaines, il est évident que les personnalités qui percent, ce sont celles qui se laissent percer, qui se laissent mettre à jour. Si vous êtes en permanence caché derrière vos fiches, la peur de ce qu'on attend de vous, ça ne fonctionne pas sur 45 minutes d'oral. Ce qui fonctionne sur 45 minutes d'oral, c'est une personnalité qui est ce qu'elle est. C'est exactement ce que vient de dire Michel Cosnard. Si vous dites que vous avez passé un an d'études à l'étranger, ça veut dire que vous imaginez que ça vous a appris des choses et pas seulement d'être resté à la cafétéria avec vos copains espagnols ou américains. C'est exactement ça le langage. Et c'est très difficile, hein, c'est très difficile parce qu'il y a le stress, il y a l'inquiétude, il y a les préparationnaires qui vous disent faut faire ci, faut pas faire ça. Sur 45 minutes, c'est très difficile de ne pas vouloir répondre en réalité au fond. Ah. Il y a deux attitudes à ne pas avoir. La première, c'est se refermer sur soi-même, c'est-à-dire quasiment faire des réponses très rapides, très fermées, une phrase très fermée, et parce que le jury, ce qu'il veut, c'est de l'interaction, c'est mieux vous connaître votre personnalité. Voilà. Donc, pas se fermer. La deuxième attitude à ne pas avoir, c'est essayer de séduire le jury, d'avoir la bonne réponse pour le jury. Parce que le jury, par définition, il n'a pas d'avis. Ce n'est pas la réponse qui importe, hein, c'est l'argumentaire qui vous conduit à cette réponse. Et donc, si vous essayez de trouver quelle est la bonne réponse pour le jury, premièrement, vous n'allez pas y arriver, mais vous allez donc penser que ça va être telle réponse qui va conduire et le jury va s'apercevoir que votre argumentaire ne tient pas trop, donc il va automatiquement prendre le contre-pied. Et donc, vous emmenez dans une autre voie. Et si vous essayez de faire plaisir au jury, vous dites « Ah, je me suis trompé, c'était ce que le jury voulait, c'était ça. » Donc, vous allez partir dans cette voie, et puis paf, il va vous ramener sur une troisième voie. Ce que disait très bien Maïté il y a quelques instants. Autrement dit, ce qu'on attend de vous, c'est premièrement une analyse solide. Vous analysez la situation.
ça peut être une question d'actualité, une mise en situation, peu importe. Vous analysez la situation. Quelles sont, si on vous pose la question, c'est que c'est une question difficile, délicate, la réponse n'est pas évidente, et en tout cas, elle doit être argumentée. Elle doit être le résultat d'une réflexion, d'une analyse et d'approfondissement qui vont vous conduire à telle ou telle position. Et le jury n'a pas d'avis sur cette position. Prenons un exemple, faut-il déployer la 5G? Le jury, c'est pas lui qui va décider s'il faut déployer la 5G ou pas. Mais par contre, on vous demande, vous, si on vous pose la question, c'est que on vous met dans une situation d'être un décideur. Vous devez, vous, candidat, dans cette mise en dans ce jeu de rôle hein, que constitue cette question, hein, vous êtes dans le rôle de la personne qui va décider. Donc, vous devez nous expliquer, premièrement, ce que vous savez de la 5G, pourquoi la question se pose, en quels termes, hein, en termes de protection des populations, mais aussi en termes d'accès plus facilité à Internet, dans les zones difficiles d'accès, zones blanches ou en centre-ville, etc. Donc, faire l'analyse. Hein. Et puis ensuite, peser le pour et le contre, éventuellement évacuer quelques idées qui sont des idées reçues et que vous pouvez dire, mais ces idées n'ont pas de fondement scientifique ou de fondement politique ou de fondement économique. Et puis ensuite dire, voilà, si j'étais dans la position de devoir décider, voilà ce que je ferais. Et si vous faites et pour telle et telle raison. Et si vous faites tout cet argumentaire, ben, le jury va peut-être vous relancer, mais vous êtes déjà bien positionné. Vous avez fait l'analyse, vous avez donné vos arguments, et vous pouvez rester sur votre position et éventuellement débattre avec le jury et montrer combien votre position est nourrie et meilleure, et en tout cas tenable par rapport à ce que le jury va essayer de faire, c'est-à-dire vous faire changer d'avis. Bon, si le jury vous fait changer trop facilement d'avis, dans ce petit échange, vous avez perdu. Comment avez-vous vécu votre rôle de jury? Existe-t-il une transmission ou un échange entre présidents de jury? Bon, donc là, je vais parler en tant que président et je laisserai mes deux collègues parler dans. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié cette présidence de jury. Bon, c'est un domaine que je ne connaissais pas, puisque vous savez par mon CV que je suis plutôt un scientifique. Hein, j'ai fait des études scientifiques et j'étais chercheur puis professeur, avant d'être cadre dirigeant d'organismes de recherche. J'ai découvert des candidats de très grande qualité. Donc, vraiment, à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales ont été très intéressantes. Et aussi, un jury d'une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent à la préparation des épreuves écrites, à la préparation des épreuves orales, qui corrigent ces épreuves, mes collègues membres du jury, sont tous des personnalités de très haut niveau, très riches et très soucieuses de l'intérêt public et d'apporter une contribution hein, à la formation des hauts fonctionnaires, au recrutement et à la formation des hauts fonctionnaires. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante et j'ai eu l'occasion de le faire et donc je peux le dire publiquement. J'ai remercié le directeur de l'école et la ministre, voire le Premier ministre, je ne sais pas si on peut remercier le Premier ministre, de m'avoir nommé. Ça a été une année très, très, très enrichissante. Alors, quant au passage d'informations, bon, vous avez vu que nous avons rédigé le rapport du jury, et puis j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant les élèves qui ont réussi le concours, hein, donc les lauréats du concours. Donc, c'est un moyen de faire passer des informations. Je pense qu'un certain nombre de nos conclusions seront reprises ou de nos recommandations seront reprises pour l'évolution du concours. Enfin, nous aurons quelques interactions, mais qui doivent rester quand même légères. Je pense que c'est important, quelques interactions avec la troïka du prochain concours. Mais je crois qu'il est important que chaque jury
puisse décider en totale indépendance. Et je dois le souligner, ça a été notre cas. Nous n'avons eu aucune pression, aucune directive de l'école. C'était vraiment une situation extrêmement saine et euh, très libre, hein, qui nous permettait d'organiser les épreuves au mieux de ce qui nous paraissait être notre mission. Je passe la parole à Maïté. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement intéressante. J'ai été très frappée par le professionnalisme de l'école et de l'organisation des jurys, notamment dans la préparation des jurys, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Nous avons été formés, nous avons eu des coachs, on nous a vraiment formés. Tout ça est pris très, très au sérieux et j'ai trouvé que c'était très professionnel. J'ai trouvé que c'était très enrichissant à titre personnel de par la diversité des personnes que nous avons rencontrées. Outre la Troïka, nous avons été associés à plusieurs membres très différents en réalité et que ce jury est assez finalement divers et que c'est un très grand intérêt. Et puis moi, j'ai été à titre personnel très heureuse de rencontrer 202 candidats qui m'ont fait découvrir peut-être une génération pour parler d'âge, et puis surtout des personnalités qui, à tous égards, sont toutes investies et qui ont fait un effort tout à fait considérable pour arriver à cet oral. Et cet effort méritait d'être regardé et salué. Et franchement, ça a été très passionnant. Évidemment, la situation sanitaire nous a privés tous d'une interaction encore plus grande. Voilà, ça c'est vrai, et on aurait préféré peut-être faire tout ça autrement, mais finalement, dans des conditions très complexes d'organisation, en tout cas pour le jury, ça s'est très bien passé. Voilà. Béatrice. Écoutez, pour moi, je garde un souvenir effectivement très marquant. D'abord parce que se retrouver de l'autre côté de la barrière, après avoir été soi-même élève de l'ENA et avoir passé le concours, c'est une autre dimension. Ça oblige à un peu de bienveillance, je trouve, parce qu'on garde le souvenir de son propre oral en particulier. Sur les jurys, peut-être nous avons travaillé, bien que nous étions des personnalités très très différentes et d'horizons très différents, nous avons vraiment travaillé en échange assez direct et on est toujours arrivé à des consensus. On a rarement eu des cas sur lesquels on a débattu, c'était infinitésimal. Et puis sur l'expérience du précédent jury, pour les mises en situation, nous avons construit notre propre catalogue de mise en situation, mais nous avions regardé ce que avaient fait nos prédécesseurs et nous sommes inscrits dans leurs pas plutôt, même si nous avons mis chacun nos touches dans la mise au point des différents scénarios qui ont été proposés. Voilà ce que je Oui, peut-être un mot complémentaire pour reprendre ce qui a été dit. Donc, une très grande liberté laissée au jury, un encadrement très professionnel de l'école, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est extrêmement confortable puisque toutes les questions d'organisation, de logistique ont été prises en charge, en particulier dans le cadre de la pandémie, puisque, souvenez-vous, hein, à l'automne, nous n'avions pas de vaccin, donc l'organisation était difficile et pendant les épreuves écrites aussi. Il n'y a eu aucun cas de diffusion de l'épidémie hein, qui s'est poursuivie. Donc, vraiment, ça a été extrêmement bien fait. Et puis, Maïté l'a dit, mais je souhaite le confirmer, des candidats de très haut niveau. Nous avons au final recruté 83 candidats qui ont tous pris leur poste, qui sont maintenant élèves de l'ENA, mais nous aurions pu en recruter plus. Et donc le vivier était là et c'était
pour un vieux monsieur comme moi, puisque maintenant je suis professeur honoraire, donc je suis à la retraite, c'était extrêmement satisfaisant de voir toute cette jeunesse à la fois extrêmement bien formée, extrêmement motivée, qui va faire la haute fonction publique de demain. Je suis attachée territoriale et vais me présenter au concours interne. Mais par ailleurs, j'ai obtenu un doctorat en histoire, langue et littérature ancienne en 2004. Comment puis-je éventuellement valoriser mon parcours? Bien, donc la question là est une question multiple, puisque premièrement, il faut choisir la voie de concours. Bon, compte tenu de ce que vous dites, moi j'aurais plutôt tendance à privilégier la voie du concours interne. Bon, premièrement parce qu'il y a plus de postes, et deuxièmement parce que vous risquez de rentrer en concurrence avec des docteurs récents qui sont, et on s'adresse plutôt aux jeunes docteurs, en quelque sorte. Bien, maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, c'est plus facile de valoriser le doctorat lorsqu'on est au concours interne, en ayant justement, si on arrive à montrer que cette formation à la recherche permet d'accroître ses compétences ou de mieux faire usage de ses compétences dans le cadre de son parcours professionnel. Donc c'est en ce sens que je pense qu'une façon de valoriser le doctorat au concours interne est justement de réfléchir à ce en quoi votre préparation au doctorat, votre réussite dans ce parcours difficile qu'est la rédaction d'une thèse et d'un ensemble de recherches personnelles, eh bien, vous ont permis de mieux réussir dans votre vie professionnelle et constituer un plus pour votre parcours futur. Question suivante, peut-être? Le jury vise-t-il un équilibre général dans le profil professionnel des candidats retenus entre différents domaines d'expertise et ou entre parcours en administration centrale déconcentrée, ou bien chaque candidat est-il évalué selon ses qualités propres? Cette année, le jury, qui n'avait reçu aucune consigne, a évalué chaque candidat selon ses qualités propres. Bon, bien entendu, nous savions par le CV quel était le passé du candidat, quel était le parcours de chacun des candidats, mais nous ne faisions pas de décompte. Pour être tout à fait franc, nous avons à la fin regardé les équilibres entre les différents ministères, hein, mais plus pour des questions statistiques que pour des questions de classement au concours. Le jury avait statué. Donc, c'est la deuxième réponse. C'est une évaluation individuelle de chacun des candidats. Plus qu'une évaluation, hein, c'est un classement des candidats, puisqu'il s'agit d'un concours et qu'il y a un nombre limité de postes pour ce concours. Nous avons beaucoup de questions sur l'épreuve collective d'interaction, supprimée l'an passé pour des raisons sanitaires. Aura-t-elle lieu cette année? Quelles sont les attentes? Comment s'y préparer au mieux? Bien, là, nous allons faire une réponse assez réservée. Donc, effectivement, pour des questions liées à la pandémie, le ministère de la fonction publique et l'école ont décidé de supprimer cette épreuve collective d'interaction. Bon, on voit bien le nom même d'interaction montrait bien que c'était difficile d'organiser une telle épreuve avec plus de 200 candidats, chaque candidat passant 3 fois l'épreuve selon des rôles différents. Alors même que que le virus circulait sans contrainte dans notre pays. Bien, donc moi, à titre personnel, mais on m'a posé la question en tant que président, j'ai jugé que c'était une décision indispensable. On ne pouvait pas prendre le risque
d'avoir un cluster dans les étudiants ou les candidats au concours, voire dans les membres du jury ou dans le personnel de l'école. Donc, pour protéger l'ensemble de ces populations, je considère que le ministère et l'école ont eu raison de supprimer cette épreuve. Alors, le choix qui a été fait était de reporter les coefficients sur l'épreuve d'entretien, bon, ce qui est un choix assumé. Du coup, notre responsabilité était encore supérieure, mais je crois que c'était une bonne décision. Ma recommandation, enfin notre recommandation dans le cadre du rapport que nous avons fait sur le concours a été de maintenir cette épreuve, si possible, dans les concours ultérieurs. Donc, ma recommandation aujourd'hui serait de maintenir cette épreuve en 2021. Maintenant, tout dépendra des conditions sanitaires de l'automne. Si nous nous retrouvons avec un haut niveau de circulation du virus dans le pays, je pense que malheureusement, il faudra revenir à une situation de 2020. Voilà, donc je ne crois pas que des décisions aient été prises. En tout cas, ce n'est pas le rôle du jury de prendre des décisions. Notre rôle, nous, est de conseiller la direction de l'école au vu de notre expérience de 2020. Et au vu de l'expérience 2020, notre recommandation était de maintenir l'épreuve collective d'interaction dans le concours 2021. Pour aborder les épreuves d'admissibilité, quels sont vos conseils? Une copie longue est-elle discriminante? Et celle de finances publiques a-t-elle une particularité? On vous laisse commencer. Alors, sur les finances publiques, la particularité de l'épreuve est qu'il y a en réalité 3 questions. Et que donc, par l'arithmétique propre à cette épreuve, c'est une épreuve qui est assez porteuse de notes positives. Les autres copies sont jugées sur l'intégralité d'un seul sujet. Là, vous avez 3 sujets, donc il y a une possibilité de maximiser la note. Ce qu'on a fait en finance publique, ça n'est absolument pas, il me semble, des copies longues. C'est de répondre à des questions techniques et qui, en réalité, ne nécessitent pas des développements autres que les développements techniques. Après, est-ce que les copies trop longues à l'écrit sont dirimantes? Nos collègues de l'écrit ne nous l'ont pas dit comme ça. Mais j'allais dire par pratique, tout excès est en réalité un problème. Hein. Une copie trop courte ou une copie trop longue, en soi, c'est une difficulté. Voilà. Peut-être sur les finances publiques en complément, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'on peut répartir les risques ou maximiser selon le côté où on se présente, dans l'ensemble, les résultats n'ont pas été formidables. Je pense que beaucoup de candidats ont perdu des points par insuffisance de travail sur cette matière, qui est quand même plus facile à travailler et où on peut soit maximiser, soit limiter les impasses. Donc ça, c'est quand même une constante qu'on a retrouvée, y compris dans ceux qui ont passé l'oral et qui n'ont pas passé la barre d'admission. Parfois, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'occasion de vous le redire, si vous le saviez, quand on fait passer l'entretien, nous ne connaissons pas les résultats des écrits. Ni des oraux. Des oraux qui se passent souvent en parallèle. Mais en tout cas, pas des écrits, puisque l'admissibilité est totalement anonymisée. Mais c'est a posteriori qu'en regardant, d'aucuns qui n'ont pas été admis, in fine, portaient l'impact sur l'entretien. Et en fait, ils avaient perdu des points, par exemple, en finances publiques. Hein. C'est une matière où beaucoup de points ont été perdus cette année, et aussi en questions sociales, mais on pouvait dire sur les questions sociales que c'était peut-être le sujet qui était quand même en plein cœur de l'actualité. Pour le concours externe. Pour le concours externe, voilà. Une autre question assez proche, quel conseil pour la note administrative en réussite? L'esprit de synthèse. La note administrative, c'est-à-dire… Ah oui, quelles que soient les preuves.
Oui, bon, si on demande une note administrative, on va pas demander 15 pages, hein, donc il faut être plutôt euh, avec une copie plus courte, précise, bien structurée. On n'est pas dans un exercice qui consiste à étaler ses connaissances, hein, mais aller centrer sur la question posée, hein, en procédant comme d'habitude avec une analyse, quelles sont les diverses questions qui se posent, hein, éventuellement les forces en présence, hein, les points positifs, les points négatifs, les pour et les contre, et ensuite prendre une position à ce que m'a été appelé s'engager en l'argumentant. Alors après, tout dépend de la question posée, mais voilà quelques grandes lignes. En quelque sorte, dans la note administrative, il faut montrer qu'on a les connaissances requises. Bon, si c'est du droit public, l'argumentaire en droit doit être infaillible. Et souvent, vous avez dans les documents qui sont fournis dans le cadre de la question, hein, dans le petit dossier qui est fourni, l'ensemble des arguments nécessaires. Donc, montrer qu'on possède les connaissances, mais qu'on est capable d'aller au-delà, hein, de la connaissance qu'on a. On est capable de faire un usage qui permet d'arriver jusqu'à une position, jusqu'à une réponse à la question posée, qui soit à la fois pertinente, mais aussi personnelle, qui apporte quelque chose et argumentée. Je crois voilà ce qu'on va demander pour une note administrative. Sur le parcours à la sortie de l'ENA, jusqu'à quel point doit-on vendre une histoire ou au contraire peut-on permettre de dire que nos centres d'intérêt sont très ouverts et que pas de choix prédéfinis, sans même parler du classement de sortie? Je pense que on a tout, hein, dans les présentations. La difficulté, c'est que si à un moment on vous pose une question d'actualité ou sur votre parcours en fonction de ce que vous avez mis, et qu'on sent que c'est pas vrai, ce sera porté au débit du candidat. On peut très bien dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, parce qu'effectivement, comme vous l'évoquez, il y a le classement de sortie. Mais on peut aussi savoir si on est plutôt porté sur l'économie, si on est plutôt porté sur le social ou sur des fonctions régaliennes. On est obligé de dire je veux être IGAS, par exemple. Oui, donc en général, les candidats cette année ont tendance à penser qu'ils nous disaient vraiment ce qu'ils pensaient et donc laisser plusieurs possibilités. Ils ne mettaient pas, j'allais dire, une seule, voilà, je veux être absolument inspecteur général des finances, ou sinon point de salut. Non, c'était très varié. Ce qui m'a fait dire, d'ailleurs, ce qui m'a fait avoir cette réflexion, que si on prenait tous les choix des candidats, un algorithme très simple, vous savez que je suis algorithmicien, donc c'est ma spécialité, hein, de ce qu'on appelle de matching, permettrait de satisfaire le premier ou le deuxième choix de tous les candidats. Sans classement. Sans classement. À la sortie du concours. Alors bon, les choses peuvent changer après, bien entendu, la scolarité à l'école, etc. Mais bon, pour moi qui trouvais toujours cette question du classement un peu bizarre, pour ne pas employer de mots plus connotés, j'ai été rassuré par vraiment cette diversité des choix, puisque certains se voyaient bien bon, dans des organismes de contrôle, d'autres sur le terrain, en préfecture ou dans des administrations centrales. C'était très divers. Et j'ai eu l'impression, parce que je ne crois pas que les candidats se soient consultés au préalable, que ça reflétait bien ce qu'ils pensaient et ce que les candidats souhaitaient. En tout cas, si j'ai un conseil, c'est soyez vous-même, pour les raisons qu'a évoquées Béatrice, entre autres. Appréciez-vous l'honnêteté d'un candidat qui ne saurait pas répondre à une question, qu'elle soit d'actualité ou autre? Est-ce éliminatoire? Non.
Alors, pour les questions d'actualité, pas du tout. Les questions d'actualité, il faut évacuer de votre pensée que, enfin, au moins pour l'année 2020, hein, je ne sais pas pour 2021, mais pour 2020, nous n'étions pas dans des questions de connaissances. Et donc, effectivement, une ou deux fois, un candidat nous a dit non, sur ce sujet-là, c'est trop éloigné de mes connaissances et de mes centres d'intérêt, je ne sais pas. On passait à une autre question, et sans tenir compte. Hein. Alors, bien entendu, si on pose cinq questions d'actualité, on ne peut pas 5 fois sortir le joker. Le joker, on peut le sortir une fois. Bon. Ces questions d'actualité, en quelque sorte, c'est des mini-jeux de rôle, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir quelle attitude vous candidat, vous prendriez si vous étiez devant cette question en tant que haut fonctionnaire. Bon, c'est pas vos connaissances qu'on cherche à mesurer, ni un avis personnel. C'est de dérouler la chaîne qui va depuis l'analyse jusqu'à la prise de position, jusqu'à un positionnement. Voilà, c'est ça qui est important. Et comme l'a déjà dit, je crois que c'est Béatrice qui l'a dit, ou Maïté, je ne sais plus, hein, ça se prépare. Les questions d'actualité, ça se prépare. Hein. Voilà. Au concours externe, nous avons plus ou moins tous des profils similaires, mêmes écoles, mêmes expériences professionnelles. Dans ces conditions, quels sont les éléments qui permettent à vos yeux de se distinguer? Bien, donc, c'est quoi ces profils? Bon, c'est les instituts d'études politiques, c'est les écoles normales supérieures, et nous avons eu des candidats, je crois, de toutes les écoles normales supérieures. Ce sont des grandes écoles de commerce, HEC, HEDN, etc. Et l'université. Bon. Donc déjà, il y a 4 grandes classes, et ensuite, il y a des imbrications, on peut faire 2 d'entre elles, etc. Donc dire que tous les candidats ou candidates ont le même profil, c'est faux, puisque on voit déjà qu'il y a une diversité, une catégorisation plus large que ça. Bon, mieux encore, les parcours sont différents. Alors, bien entendu, on a retrouvé plusieurs fois des candidats qui avaient fait HEC, l'IEP de Paris et le fameux stage à Berkeley. On a dû avoir une dizaine ou une quinzaine de candidats un peu selon ce profil. Ok, très bien. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est savoir si le niveau des candidatures. Mais après la réussite de l'écrit, l'admissibilité, je veux dire, pour être admissible à l'ENA, il faut avoir un niveau de connaissance, j'allais dire d'excellence supérieure. Donc, on ne se pose pas trop la question. Hein. Ensuite, ce qu'on recrute, c'est une personne. C'est un haut fonctionnaire. Un ou une. Hein, et j'allais dire, la formation, eh bien, c'est ce qui prépare, c'est ce qui donne les bases. Mais au-dessus de cela, eh bien, il y a la personne. Comment la personne s'est construite elle-même sur la base de cette formation. Alors, pour se construire, eh bien sûr, il y a la formation, j'allais dire, universitaire ou de grande école, mais il y a tout le reste. Les différents stages, l'engagement en dehors. La vie ne s'arrête pas au moment où on est sorti de l'école ou de l'université, au contraire. Hein, et c'est cet ensemble qu'il faut mesurer. En quelque sorte, ce qu'on souhaite recruter, c'est les personnalités qui sont les mieux adaptées aux fonctions qu'elles auront à prendre et à assumer dans le futur de leur carrière. Que pensez-vous des profils Sciences Po pour le concours externe? Il a souvent été regretté trop de formatage et une trop grande présence de Paris qui est préparée et mieux préparée. Bon, écoutez, non, enfin, c'est normal que l'Institut d'études politiques de Paris, qui est une très grande école, à la fois par la qualité des étudiants et aussi leur nombre, prépare à l'ENA.
et qui est, bon, et c'est tout à son avantage, s'il y a beaucoup d'admissibles de Sciences Po Paris. Pour nous, bon, si quelqu'un a fait un institut d'études politiques, il l'ait fait à Paris, à Grenoble, à On a eu de Aix-en-Provence. très bons candidats de Voilà, l'IEP de province. on a eu beaucoup, voilà, ou de Bordeaux. Voilà, il y a eu de très bons candidats des IEP de province. Oui. On ne favorise pas tel ou tel. Alors, l'idée de dire que tous les candidats se ressemblent, bon, en fait, il y a une formation qui est la formation qu'il faut avoir pour passer l'ENA. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une formation en droit public, en économie, les disciplines dont on a parlé, en sciences sociales, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir l'écrit si on n'excelle pas dans ces disciplines. Et en quelque sorte, ça peut laisser à penser qu'on est formaté. Mais moi-même qui ai fait des études d'ingénieur, si vous passez le concours d'une école d'ingénieur, ben vous allez être bon en maths, bon en physique, en chimie, voilà, que sais-je. Donc il y a quelques disciplines. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui est formaté? Est-ce que tous les ingénieurs français sont formatés? Je n'irai pas jusque-là. Je pense même le contraire, mais ce sont des ingénieurs. Voilà. Donc, mais souvenez-vous ce que j'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas une formation qu'on recrute. Sinon, ce serait facile, il suffirait de prendre, voilà, de classer les candidats à la sortie de leur école et puis on prendrait les meilleurs. Hein. Non, on recrute des personnes. Et il y a, parmi les candidats qui n'ont pas été retenus, des candidats qui avaient un curriculum vitae de très haut niveau et qui malheureusement ont raté leurs épreuves orales. Dans le cadre du troisième concours, des expériences politiques sans mandat local peuvent être mentionnées, voire valorisées. Alors, nous avons eu dans les candidats plusieurs candidats, pas forcément d'ailleurs dans le troisième concours, on a pu en avoir aussi dans le concours interne, dans des emplois de cabinet, dans des collectivités territoriales. Là encore, c'est ce qui ressort de cette expérience que nous apprécions. C'est pas le fait d'avoir eu cette expérience. Je me souviens d'un candidat où, à la lecture, on pouvait s'interroger justement sur le côté, le travail qu'il avait eu. Et finalement, en discutant, c'est là où c'est vraiment très très important de faire des CV commentés, qu'on comprenne ce qu'il y a derrière, que ce soit dans le troisième concours ou dans le concours interne, ce qu'il y a derrière l'expérience que vous notez. Et nous sommes aperçus qu'il avait eu un travail extrêmement intéressant dans un emploi de cabinet, encore une fois, donc qui laissait présager d'un engagement, d'une fonction politique, alors qu'il avait couvert un champ extrêmement intéressant qui nous a captivés. On est resté d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps sur l'entretien. Quand vous arrivez à captiver le jury, c'est que vous avez gagné quelque part. Une autre question? Quels sont les attendus en termes de management? Comment s'y former lorsqu'on n'a pas eu d'expérience directe de manager? Bon, je ne répondrai pas à la question de comment s'y former, mais quelque part, enfin, dans cette épreuve d'entretien, on essaye de mesurer la capacité à le devenir, hein, ou à être un bon manager. Bon, là, beaucoup, je dirais pas tous, mais beaucoup des emplois à la sortie de l'école vont être de diriger des équipes, des services, voire des centres. Donc, la dimension managériale est importante, que ce soit une dimension managériale de personnes ou de situation. Bon, pour beaucoup, l'épreuve de mise en situation va porter là-dessus. Alors, bon, je comprends que pour des élèves qui présentent le concours externe et qui sont en fin de formation universitaire, on n'ait pas beaucoup d'expérience managériale ou d'expérience de terrain. Et ça, c'est assez général pour tous les candidats du concours externe. Par contre, certains d'entre eux font l'effort d'avoir, bon, soit dans le cadre de stage, soit dans le cadre d'engagement associatif, des expériences managériales qui
sont réels, donc qui sont capables d'expliquer, de motiver et de montrer qu'elles leur ont permis d'avoir quelques compétences en manière managériale. Donc, c'est la suggestion que je ferai. En tout cas, c'est une dimension importante de l'évaluation lors de l'entretien. Concernant l'entretien, chacun des membres du jury aura-t-il étudié le dossier du candidat en amont de l'épreuve ou une partie d'entre eux le découvre-t-il pendant l'entretien? Non, on a les dossiers, là encore, hein, c'est toute la logistique de l'école et c'est absolument nécessaire et remarquable. Nous avons les dossiers suffisamment à l'avance pour connaître le dossier de chaque candidat et nous faisons l'effort de le connaître. Et préparer les questions en fonction du contenu du dossier. Absolument. Et en fonction du rôle qui nous est attribué le jour dit. Voilà. Et comme en fait on a des profils différents dans le jury cette année, mais c'est chaque année le cas, on échange quelquefois quand on ne connaît pas l'administration, je pense au concours interne en particulier, quand on ne connaît pas l'administration dont est issue la personne et qu'elle parle de son poste dans le ministère, on essaye de se renseigner sur la réalité si on n'a pas bien compris. Donc on étudie très attentivement et on se renseigne sur ce qui est marqué dans le dossier pour ne pas pénaliser le candidat. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le contenu du dossier pour l'ensemble des concours. Et je pense qu'il est très important pour le concours interne. C'est évident que pour le concours interne, la qualité du dossier est un facteur de l'évaluation. Êtes-vous attentif à la tenue vestimentaire des candidats? Avez-vous vu des tenues, coiffures ou accessoires rédhibitoires qu'il faudrait éviter le jour de l'entretien? Bon, je vais laisser les dames parler. Bon, alors, d'abord, tout à fait, sans faire nous avons vu des masques en termes de tenue vestimentaire. Nous avons vu des gens masqués. Nous n'avons vu aucune particularité de tenue. Voilà, et je pense que tous les candidats sont suffisamment aguerris, j'allais dire, aux pratiques des concours, quels qu'ils soient, pour savoir qu'à l'oral, une tenue neutre est la tenue la plus aisée à porter. Et cela étant, il n'y a pas de recommandation du jury. Nous n'avons pas privilégié les costumes bleu marine, aux costumes noirs, ni les jupes aux pantalons. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Il y avait un classicisme total. C'est quasiment un uniforme. Le tailleur noir avec le chemisier blanc, c'était voilà. Oui. Bon, au moment où une des questions concernait faut-il une tenue républicaine à l'école? Ah oui, ça. Oui. Voilà, donc nous étions en plein dans ce débat qui d'ailleurs s'est évaporé, on ne parle plus de tenue républicaine. Bon. Alors, faut-il une tenue républicaine pour passer l'entretien de l'ENA? Ma réponse, mais je réponds à titre 2020, la réponse est non. Je ne me souviens d'aucune tenue particulière. Voilà, non. C'est plutôt un constat qu'on serait. Un conseil de grand-père. Hein, bon, ayez une tenue, disons, un peu soignée, voilà, mais sans plus. Et puis surtout, soyez naturel. Hein. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous êtes déguisé comme je sais pas, comme un Indien ou comme le Père Noël et que vous portez mal votre costume. Hein. Si vous avez la barbe blanche, il vaut mieux qu'elle tienne bien, quoi. Bon, donc mettez pas de barbe blanche. Il faut être naturel. Alors, le port du masque était. Je vous rappelle qu'on était en octobre, donc à un moment où maintenant on a 6 mois d'expérience. Mais un certain nombre de candidats, je dirais pas ont été handicapés par le masque, mais étaient un petit peu, bon, avaient ce masque qui tombait, ils ne savaient pas comment le remettre, alors ils passaient leur temps à remonter le masque. On n'en a pas tenu compte. On n'en a pas tenu compte, bien sûr. On n'a pas tenu compte, mais je pense que pour eux, voilà. Bon, ça constitue une petite gêne. Voilà. Alors, pour généraliser ce point-là, il ne faut pas que vous vous sentiez gêné. Il ne faut pas que vous soyez gêné dans votre costume. C'est-à-dire que voilà, vous devez l'oublier. Hop,
on fait abstraction, vous êtes bien, vous êtes dans des vêtements que vous avez l'habitude de porter, bon, qui ne sont pas les vêtements avec lesquels vous allez mettre pour aller jouer avec vos jouets. Excusez-moi. Voilà, vous n'allez pas jouer au tennis ou faire du sport ou faire du jogging, ok, mais des vêtements dans lesquels vous êtes bien, vous êtes à l'aise et qui vont vous permettre de faire abstraction de la façon dont vous êtes habillé pour concentrer toute votre énergie sur l'épreuve en elle-même. Bon. Et de ce point de vue-là, le masque pouvait constituer, mais c'est vrai pour tous les candidates et les candidats, et aussi pour les membres du jury, une certaine gêne. Bon, moi je dois dire qu'au bout d'un mois et demi de porter le masque 8 à 10 heures par jour, j'avais complètement oublié que j'avais un masque. Comment avez-vous fait pour vous prémunir contre des biais inconscients à l'égard des femmes, minorités visibles ou autres discriminations liées à l'âge ou au milieu social? Bien, ça c'est une excellente question. C'est une question difficile parce qu'on va toujours avoir tendance à dire mais non, on n'a discriminé personne. Donc, premièrement, nous étions conscients de cette question puisqu'on a eu une formation. Donc, merci à l'école de nous avoir fait cette formation. On a eu une formation de 2 heures nous expliquant ce que c'était que la discrimination. Bien, donc déjà le fait d'avoir conscience du problème, c'est un premier élément pour mieux le traiter. Bon, alors nous avons essayé de ne pas faire de discrimination. Bon, la façon la plus simple a été en ce qui concerne les discriminations hommes-femmes, pour prendre que cette catégorisation. Hein. Bon, et on a essayé, on a regardé, on a mesuré au fur et à mesure de voir si, par rapport au nombre de candidates et de candidats, on était dans des proportions similaires. Bon, il s'avère que on a été à la fin dans des proportions similaires d'admis, peut-être un tout petit peu supérieur, mais on est au 10e ou au 100e de femmes que d'hommes, mais ça dépend des concours. Voilà. Donc on a sur homme-femme où l'écart il se crée, j'allais dire, à l'admissibilité, mais plus encore au nombre de candidats. C'est-à-dire que sur certains concours, sur le concours externe, on est dans une proportion de 35 à 40% de candidates et 65%, 60 à 65% de candidats et qui va se retrouver par la suite. C'est un peu statistique. Voilà. Bien. Sur les autres discriminations, je ne crois pas qu'on ait fait de discrimination. Les candidats de petite taille, de grande taille, les personnes en surpoids ou les personnes maigres, je ne crois pas. Je ne crois pas que nous en ayons tenu compte. Bon, le fait qu'on soit 5 aussi. Voilà, le fait qu'on soit 5 et que la décision soit consensuelle, collective. bon, je pense que ça aide. Que les biais cognitifs, chacun en a. Bon, chacun voilà. en a. Mais à 5, ils se neutralisent un petit peu quand même. Parce que le grand intérêt des jurys cette année, c'était la diversité d'origine des personnes qui faisaient les jurys. Et ça, je pense que c'est un gage d'objectivité et de voilà. Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire. Alors, ce que nous pensons, c'est que il est très important que la haute fonction publique reflète la diversité de la société. Alors, de ce point de vue-là, le filtre de l'admissibilité est très important et c'est évident qu'on ne retrouve pas parmi les candidats qui se présentent à l'oral la diversité sociale qu'on souhaiterait. Ça, c'est clair, mais c'est avant que les choses se sont passées et pas lorsque nous intervenons. Même si ex post, nous avons finalement admis 2 personnes issues des classes préparatoires de l'ENA. Oui, de l'ENA. Égalité des chances. Voilà. Bien, mais nous ne savions pas. Non, pas du tout. C'est ex post que nous avons eu connaissance de ces éléments. Voilà. Alors, un des arguments importants pour
éventuellement éviter le biais, ces biais, eh bien, c'est que le jury soit renouvelé chaque année. Et je suis très favorable à cette mesure. Bon, comme ça évite que si une année un jury, son corps défendant, peut faire avoir montré un biais pour une certaine catégorie de personnes, eh bien, ce biais puisse être corrigé lors d'une autre année. En tout cas, je dois vous assurer que l'ensemble des membres du jury ont essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de biais, parce que, comme l'a dit Maïté, chacun bien entendu, Tout le monde. assume voilà, sa personnalité. Vous avez parlé du rôle que vous occupiez pendant l'entretien. Quels sont ces rôles que les différents membres du jury endossent? Bien, alors pour faire simple, il y a trois grandes parties dans l'entretien. La première partie qui est le résumé du CV et du dossier suivi de questions, la mise en situation et les questions d'actualité. Donc ça fait trois rôles. Il y a un quatrième rôle qui est celui de greffier, qui consiste à prendre des notes de l'ensemble de l'entretien. Et puis, le cinquième rôle, c'est le rôle de coordinateur que essentiellement je jouais, qui consiste à passer la parole, à bien mesurer le temps, le fait qu'il n'y ait pas de candidat qui puisse être avantagé ou désavantagé selon qu'on laisse plus ou moins de temps, et de faire en sorte que les réponses ne soient pas trop longues ou trop de temps. Donc ça fait cinq rôles différents. Et nous étions 5 membres du jury, donc on se répartissait les rôles, et les rôles changeaient pour tous les jours et par groupe de 2 ou 3 candidats. Pour les candidats actuellement en cycle préparatoire au concours interne, comment abordez-vous l'actualité des sujets liés à leur dernier poste alors qu'ils en sont de fait un peu éloignés durant l'année de préparation? C'est une des questions. Si la question consiste à nous demander comment nous avions pris en compte dans les questions d'actualité la dernière expérience professionnelle du candidat, c'est ça. Bon, ça n'a pas été quelque chose de central, c'est plutôt sur une durée, sur une carrière, etc. Et bien évidemment, le jury de cette année, si la personne qui passe le concours arrive à l'oral en ayant eu une année entière de télétravail, elle sera peut-être plus probablement interrogée sur comment, ce qu'elle pense du télétravail. Enfin, en tout cas, nous, cette année, on aurait plutôt posé ça, comment elle a réussi à faire équipe en télétravail, etc., à manager à distance ces questions-là, plutôt que de considérer que cette année 2020 est une année blanche, pas du tout. Hein. Au contraire, il y a une réalité professionnelle qui s'est jouée aussi dans cette année 2020. Donc, je pense que c'était aussi lié à l'année de préparation du concours. Pendant le cycle préparatoire. Ah, pendant que les gens ne sont pas sortis de leur poste. Ah, ben alors encore moins. Enfin, Quand on interroge sur le parcours professionnel, on n'interroge pas systématiquement sur tous les éléments du parcours professionnel. On va choisir celui qui était chargé de l'entretien, enfin de cette partie des questions sur le parcours, le CV, choisit lui-même ce sur quoi il va interroger, sachant que c'est pas parce qu'on se répartissait les rôles principaux dans chacune des séquences que ça excluait de fait d'autres membres du jury de ces séquences-là. Bien au contraire, bien au contraire. C'est-à-dire que si on prend par exemple les questions sur le dossier, eh bien, le membre du jury qui était en charge de cette partie-là, eh bien, c'est lui ou elle qui lançait les questions, mais tout le monde posait des questions. C'est ça. Et c'était vrai pour l'ensemble des parties de l'épreuve. Là encore, il y a aussi un élément très important. C'est la même chose que quand on met des loisirs. Quand dans le concours interne, dans le CV commenté, on met qu'on s'est occupé de sujets, je pense au service universel ou au service civique, etc. Le jury se dit, tiens, c'est intéressant, on voudrait savoir comment ça fonctionnait, etc. Ça, c'est évident que si vous ne rentrez pas dans le jeu du jury, c'est rédhibitoire, hein, c'est toujours la même chose. Si vous mettez quelque chose, et si ça
aiguise la curiosité du jury, il est sûr que vous allez avoir des questions. Donc, si vous êtes court sur quelque chose que vous mettez en avant, ça ne va pas dans le bon sens. Hein. Mais on ne fait pas systématiquement l'échauillage de la totalité de votre parcours. Existe-t-il des points essentiels à faire ressortir dans sa présentation de 5 minutes? Je pense qu'il faut. Bon, c'est un peu compliqué, bien sûr. Hein. Bon, il faut faire sortir les points principaux du curriculum vitae, mais il faut éviter de paraphraser le dossier, puisqu'on a déjà le dossier. Donc, on n'est peut-être pas obligé de remonter jusqu'au baccalauréat, hein, ou savoir dans quel lycée on a préparé son bac. Bon, ceci dit, il faut quand même essayer d'être exhaustif. Ce qui est important, c'est de montrer en quoi ce parcours un peu historique, hein, qui est le résumé du parcours professionnel, est une préparation pour avoir les compétences attendues d'un haut fonctionnaire. Et donc là, bon, il n'y a pas de recette, recette générale, mais je crois que c'est vraiment important à chaque partie de l'exposé de montrer que eh bien, ça contribue à la formation qui fait que vous allez être le bon candidat ou la bonne candidate pour rentrer à l'ENA. Peut-être. Oui. Je repense à cette question et celle que nous avons eue précédemment sur la prédominance des l'UEP de Paris. Moi, ce qui m'a pas mal frappé, je pense que mes collègues vous diront la même chose, c'est que beaucoup de ceux qui étaient les l'UEP de Paris faisaient tous valoir à un moment ou à un autre, en début de présentation, je connais la province, je connais le monde rural, parce que j'ai fait passer mon bac à tel et tel endroit. On voit bien que, on sait que c'est un des constats qu'on fait du parisianisme, en fait, de beaucoup des candidats. Et alors, c'était caricatural pratiquement dans beaucoup de présentations. Hein. Je vous le dis au passage, vous pouvez le mentionner, mais il ne faut pas que ce soit. C'était quasiment exagéré et caricatural. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte d'être parisien. Il n'y a absolument aucune raison d'avoir honte d'être parisien. Mais il ne faut pas non plus avoir honte d'être provincial. Voilà. Et puis d'être provincial et d'être venu à Paris, ou d'être parisien et d'être allé en province. Il faut vraiment être ce qu'on est. Mais laisser croire que on connaît bien le monde rural parce que, alors qu'on vit depuis 25 ans dans Paris, on est allé passer 15 jours à Trifouille-les-Oies, ça va pas convaincre le jury. Donc, bon, il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de figure imposée. Au contraire, il n'y a pas de profil type. Hein. Il n'y a pas de profil type. Et on pourrait vous citer des exemples de profils très, très, très divers. Hein. C'est vrai que si vous dites je connais la campagne parce que voilà, parce que quelqu'un a une résidence secondaire, genre ma grand-mère, etc. Et qu'après, dans les questions d'actualité, on vous interroge sur les déserts médicaux et que là, vous êtes complètement à contre-pied, bon, on voit bien la contradiction, elle apparaît tout de suite. S'agissant de la mise en situation, est-il possible de prendre un certain temps pour réfléchir à l'enchaînement des actions à mener ou doit-on répondre au fil de l'eau? Pouvez-vous modifier le scénario en cours de réponse? Alors, il est conseillé de prendre un temps de réflexion initial. Il faut prendre garde à ne pas se ruer sur la réponse. Cette mise en situation, comme son nom l'indique, elle va être complexe et donc il faut déjà dans sa tête essayer d'avoir une ligne de conduite, savoir jusqu'où on va aller. Et donc ça prend un peu de temps et nous recommandions, mais les candidats pouvaient faire ce qu'ils voulaient, de prendre un peu de temps. Alors un peu de temps, ça ne veut pas dire 10 minutes, hein, l'épreuve dure 15 minutes.
Ça veut dire entre 30 secondes et 1 minute. Voilà. Éventuellement, prendre des notes. Ensuite, l'évolution. Par nature, elle va évoluer, pardon. Elle va évoluer et c'est le rôle du jury, hein. Donc, quelle que soit l'attitude qu'on va avoir initialement, eh bien, le jury, dans son rôle d'attaquant, va vous attaquer sur les décisions que vous allez prendre. Bon, s'il y a une manifestation, eh ben, vraisemblablement, à un moment de l'entretien, elle va mal se dérouler. Alors, faudra-t-il faire intervenir les forces de l'ordre ou pas? Eh ben, ce sera à vous. Si vous les faites intervenir, est-ce que les choses vont bien se passer? Il y a des chances qu'elles ne se passent pas très bien, mais si vous ne les faites pas intervenir, elles ne se passeront pas très bien non plus. Donc, voilà. Le jury n'est pas là pour faciliter la tâche. Le jury, il est bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous mettre en difficulté personnelle, hein. On souhaite vraiment que les choses se passent dans un respect total des personnes. C'est-à-dire que, voilà. Mais il est exigeant. C'est-à-dire qu'il va voir si vous arrivez à avoir une ligne de conduite et à vous y tenir. Et éventuellement, si la situation devient intenable, eh bien, à faire évoluer cette ligne de conduite. Mais toujours comme quelqu'un qui est responsable, qui est capable de mesurer eh bien, les avantages et les inconvénients à telle ou telle décision, les pour et les contre, à partager cela avec une équipe, hein, un comité de crise, une équipe de crise, hein, et à tenir sa position. Il y a deux attitudes qu'il ne faut pas avoir. L'une, c'est la girouette, hein, c'est-à-dire qu'à chaque question du jury, on change, puisque le jury va essayer justement de faire changer cette ligne, hein. Ou l'autre extrême, c'est la psychorigidité, c'est-à-dire que on s'enferme dans une position qui, au bout d'un moment, devient totalement intenable. Voilà. Donc, il faut être entre les deux. Mais le rôle du jury n'est pas que les choses se passent bien. Les choses vont obligatoirement se compliquer au fur et à mesure de l'avancée de la mise en situation. Donc, il faut se préparer à cette évolution qui est la vie réelle, hein. Les situations, rarement, on n'a qu'à voir. Cette pandémie est un exemple parfait, C'est hein. une bonne mise en situation. Voilà, réfléchissez à ce que vous feriez chaque jour en vous levant le matin, vous vous mettez en situation, voilà, je suis responsable de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle position je vais prendre? Et puis le soir, vous réfléchissez à est-ce que vous avez pris la bonne position ou pas? Et bien ça, c'est une très bonne préparation à la mise en situation. Il est 15h28, nous allons prendre la dernière question. L'épreuve de questions contemporaines suscite beaucoup d'interrogations et nous avons parfois des conseils contradictoires en prépa en ce qui concerne les références à intégrer, classiques ou originales, et leur fréquence dans la copie pour satisfaire le correcteur. Qu'est-il attendu de cette épreuve et comment se distinguer? Bon, donc ça, c'est pour l'épreuve écrite. Bien. L'épreuve de questions contemporaines peut varier selon le type de concours. Je pense que la question telle qu'elle est présentée là fait plus référence au concours externe. Bien. Cette épreuve de questions contemporaines, il ne faut pas que ce soit pour vous le moyen de montrer que l'étendue de vos connaissances. Ça, c'est totalement rédhibitoire. Il ne faut pas tartiner pour tartiner. À l'inverse, il ne faut pas que vous récitiez une fiche toute prête. Puisque, n'oubliez pas, il y a plus de 1000 candidats, donc les correcteurs, ils vont lire 1000 copies, hein. Alors, s'ils voient 400 fois la même fiche, il va falloir vraiment avoir une fiche exceptionnelle pour arriver à se démarquer des autres. Voilà. Donc, à la fois, il faut être capable de montrer qu'on connaît le sujet, donc avoir des références, effectivement, historiques, mais aussi actuelles. Bon. Et
ensuite, essayer de montrer qu'on est capable de bien analyser le sujet sur la base de ces références historiques ou contemporaines. Et après, essayer de développer une position personnelle. Une position personnelle, ça ne veut pas dire qu'il arrive de la Lune, hein, mais une position dans laquelle on se sente vraiment à l'aise pour pouvoir l'argumenter. Et je crois que c'est là que le jury attend les candidats sur la base de comment est-ce qu'on analyse la situation et puis jusqu'où on peut aller dans l'argumentaire pour arriver à dégager une position. L'idée que on fait l'analyse de la situation et puis on va être capable de proposer 15 positions différentes en montrant à chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients, ça me semble une mauvaise idée, hein, parce que ça va perdre le jury. Il vaut mieux prendre soit une position, soit éventuellement deux positions et en discutant les avantages respectifs de l'une par rapport à l'autre, plutôt que vouloir tout traiter au risque de maltraiter. Je crois qu'il est 15h30. Nous allons nous arrêter là. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le concours. Un dernier mot, puisqu'on en a très peu parlé. Réussir l'écrit, c'est bien. Être admissible, c'est bien. Mais au final, ça ne sert à rien si on n'est pas admis. Et entre l'admissibilité et l'admission, il y a certes l'épreuve d'entretien dont on a beaucoup parlé, mais il y a les autres épreuves. Orale, on a parlé de l'épreuve collective d'interaction, mais il y a l'épreuve d'anglais. Travaillez votre anglais. Vous devez être capable de tenir une conversation en anglais. Sinon, c'est quasiment rédhibitoire. Donc, il est encore temps pour travailler son anglais. L'anglais de conversation. Et dans cette épreuve d'anglais, il faut pouvoir tenir là encore une position, argumentée. On va vous demander d'analyser un document, donc une situation. Hein, il faut pouvoir l'analyser et puis argumenter contre une personne qui est de langue anglaise et qui va avoir une argumentation contraire, soit où vous poussez dans vos retranchements. Donc, l'anglais, on a vu malheureusement des candidats qui perdaient beaucoup de points et qui auraient été admis avec un niveau d'anglais meilleur. Les questions européennes et les questions internationales. Là, il faut les travailler. Vous devez commencer à les travailler, pas attendre la veille ou 10 jours avant ou une semaine avant le concours pour travailler ces épreuves. On a vu, on a les deux exemples, hein, des candidats qui étaient mal classés à l'admissibilité après les épreuves écrites et qui, grâce à leur performance dans les épreuves orales, remontaient et rentraient à l'école. Et d'autres, on a même, je pense, le candidat ou la candidate deuxième de l'écrit qui est sorti des 40 premiers du concours externe par un écroulement dans les épreuves orales. Donc, ma conclusion, c'est que ce concours, c'est une épreuve de longue haleine. Je ne vais pas la qualifier de marathon parce que c'est un peu un mot pour tout, hein, mais une épreuve de longue haleine avec de nombreuses épreuves. Et il faut vraiment être performant sur chacune de ces épreuves. Donc, surtout ne pas faire d'impasse. Et puis, dans certains cas, bon, par exemple l'anglais, vous pouvez capitaliser très en amont, avant l'épreuve. Voilà. Bonne chance. Et puis, j'espère vous retrouver dans les années qui viennent dans la fonction publique. Nous remercions Monsieur le Président ainsi que Mesdames Abolivier et Gabé d'avoir répondu à vos questions. Il vous sera possible de poser d'autres questions par voie électronique et de bénéficier de l'enregistrement de ce webinaire. Pour conclure, je précise que la réforme des concours est à l'étude, mais que la session 2021 se déroulera sans modification.